Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pokédollars, votre format mensuel. Aujourd'hui on s'intéresse aux plus belles ventes du mois d'août. Alors pour ceux qui attendent les magnifiques trophies qui se sont vendus à la fin du mois d'août, eh bien elles ne seront pas présentées lors de ce numéro de Pokédollars, tout simplement parce que je tourne un petit peu en avance ces émissions, vous vous en doutez bien, et donc je n'ai pas encore accès à ces ventes-là. Je vous les présenterai donc en septembre. Il y a eu pas mal de cartes assez exceptionnelles qui sont parties à la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Et donc tout cela, je vous le réserve pour le prochain numéro de Pokédollars du mois de septembre. Donc restez à l'affût parce que franchement, il y a du très très lourd qui arrive. En attendant, aujourd'hui, je vais vous présenter les cartes du mois d'août. Et même si c'est l'été, et donc même si c'est un petit peu plus terne que les autres mois parce que les gens sont en vacances et le budget n'est pas le même que dans les autres mois de l'année. Malgré tout, on a eu des ventes vraiment très 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 sympathiques, donc je vais vous présenter tout cela. Comme d'habitude, c'est un choix personnel, les ventes que je vous présente aujourd'hui. Il y en a peut-être certaines que vous ne verrez pas dans cette émission, tout simplement, certaines ventes qui vous ont marqué. N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, à me faire savoir ce que vous aimeriez, ce que vous auriez aimé voir tout simplement présenté aujourd'hui. En attendant, on commence avec ce magnifique Léviator brillant de la série Néo Révélation en édition 1 PSA 10. Donc la carte en anglais, évidemment. Elle est partie pour le prix de 7500 $. Et franchement, c'est pas mal. C'est pour ça que je voulais commencer cette étude du mois d'août par cette vente-là. Elle est partie le 7 août 2023 sur PWCC. Donc PWCC, un rapide rappel, c'est une entreprise d'enchères, enfin un site d'enchères, plus précisément américain. Qui est leader, on va dire très clairement. Il y a aussi Goldin Auctions, il y a Héritage, il y a également les ventes que l'on retrouve sur eBay de manière beaucoup plus classique et toutes les autres plateformes qu'on connaît. Mais c'est vrai que j'ai décidé de mon côté de me spécialiser sur PWCC. Pourquoi? Parce que c'est très très simple de recenser l'intégralité des ventes sur PWCC et non seulement que c'est simple de les catégoriser, mais en plus de ça, vous avez un suivi chaque mois. Et donc, je trouve ça beaucoup plus intéressant de faire des comparatifs entre les cartes justement sur PWCC parce qu'on a une belle base de données, c'est très solide et on a énormément d'éléments à comparer ensemble. Donc, ce Léviator brillant édition 1 de Révélation en PSA 10, au niveau de l'historique, on avait une précédente vente à 5520 $. Donc là, on a vraiment un up de 2000 $ par rapport à la précédente vente. Donc clairement, c'est assez énorme, même pour des sommes comme ça, sur des cartes qui sont déjà très très grosses, un up de 2000 $, c'est vraiment pas rien du tout. Au niveau de la prévision, je pense néanmoins que ça va se calmer. Alors, j'ai fait une prévision légèrement au-dessus quand même de l'historique qu'on avait pu établir à 5520 $. Donc voilà, je suis resté conservateur à 6000 $. Je pense qu'en ce moment, sur les cartes anglaises, il y a un léger essoufflement tout de même. Et d'ailleurs, on pourra le noter lors de prochaines cartes que je vais vous présenter. Mais c'est vrai que de manière générale, autant le marché japonais est en train d'exploser, autant le marché anglais, lui, est dans une phase de stagnation, voire de légère récession. Et je trouve que les très grosses cartes, en revanche, elles s'en sortent très très bien. Donc on aura l'exemple du Rayquaza Star, du Dracofeu du set de base, vous verrez un petit peu ce qui nous attend plus tard. Mais sur les grosses cartes, elles restent très très fortes. Elles ont des prix de vente qui demeurent particulièrement hauts, alors que le reste du marché anglais, lui, c'est pas qu'il s'effondre, c'est qu'il est sur une phase descendante, on va dire. Donc je trouve ça assez intéressant de noter que ce type de carte continue à rester à des sommets. Voilà, donc je pense néanmoins qu'on va se stabiliser à 6000 $. La population de la carte est à 110, donc c'est assez peu mine de rien, mais sur des séries qui sont très très dures à grader comme du Néo justement, le Néo occidental, que ce soit anglais ou français, c'est très 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 dur à grader. 110, ça reste quand même une population assez honorable, mine de rien. Voilà, donc on verra un petit peu ce que l'avenir nous réserve, mais en attendant, j'ai été très surpris par cette vente de 7500 $ pour un exemplaire PSA 10. On continue avec des sommes cette fois-ci beaucoup plus raisonnables. On passe sur du japonais avec ce OO de Néo Révélation également. Donc là, vous avez vu, on passe tout de suite un cap. C'est le 21,08. Il n'y a pas eu énormément de ventes au milieu du mois d'août. Il y a eu un véritable creux. Donc c'était soit au début du mois, soit à la fin du mois qu'il y a eu des ventes intéressantes.
Donc ce OO de Neo Révélation, c'est une holo, hein, tout simplement. Elle est partie pour 336 $ en PSA 10, et c'est vraiment assez peu, mine de rien. Quand on regarde l'historique à 384 $, on se rend compte que de toute façon, cette carte n'a jamais été vraiment très très haute. Les prix de vente sont relativement raisonnables de manière générale, ce qui est à la fois surprenant et en même temps pas tellement. Pourquoi pas très surprenant? Déjà parce que, vous le savez, à cette époque-là, il y avait une holographique garantie par booster, donc ces cartes-là ont été beaucoup imprimées, elles sont beaucoup sorties de booster, et effectivement, c'est assez facile de les grader en plus de ça, puisque au niveau du print, c'est pas dégueulasse. Vous avez de grandes chances d'avoir PSA 10 lorsque vous sortez ce genre de cartes de booster et que vous les envoyez à la gradation. PSA 9 est toujours très très probable évidemment, mais le PSA 10 en tout cas est particulièrement atteignable. Donc sur des cartes qui sont à la fois pas très rares et facile à grader, malgré la popularité, eh bien les prix ne vont jamais véritablement décoller. C'est vrai que cette illustration est magnifique, hein, illustration de Masago, moi j'aime énormément. C'est vrai que la carte est populaire, elle est quand même appréciée, mais malgré tout, ça ne suffit pas pour envoyer, pour propulser ces cartes-là dans la stratosphère. Et d'ailleurs, vous remarquez que c'est globalement la même chose sur toutes les cartes de Neo, Shining non comprises, hein, puisque les Shining c'est encore une autre catégorie. Mais disons que, de manière générale, sur les cartes holographiques, eh bien, ça va être relativement faible en termes de prix de vente, donc profitez-en parce que 336 $ pour du PSA 10, bah, c'est vraiment très abordable, hein, pour une carte qui est si âgée, qui est si vieille. Donc voilà, très très cool de voir que ce OO est toujours abordable. 384 $ c'était l'historique, donc on est plus ou moins stable, hein. 336 $, on est relativement dans les mêmes montants. Je pense néanmoins qu'il va y avoir un petit up, peut-être symétrique avec eh bien l'explosion du japonais dans sa globalité. Donc c'est pour ça que j'ai prévu un 400 $ lors de la prochaine vente. On verra si l'avenir me fait mentir ou pas. La population de cette carte est de 351, ce qui donc, encore une fois, est très solide, hein. Vous pouvez retrouver cette carte assez facilement en cherchant bien. On continue avec son comparse Lugia, qui n'est pas dans la même série néanmoins, il n'est pas dans Révélation, mais il est dans Neo Genesis, la toute première série du bloc Neo. Celle-ci part quand même pour plus cher, et là, vraiment, petite surprise, hein, de mon côté, c'est une carte dont je suis assez bien la cote, puisque c'est une de mes illustrations préférées, clairement, de Neo Genesis. J'ai moi-même cet exemplaire en PSA 10, hein, je l'ai d'ailleurs rehold récemment chez PSA pour avoir un boîtier tout neuf. Et c'est vrai que ces derniers temps, elle ne passait plus du tout le cap des 1000 $. Elle était comprise entre, on va dire, 700 $ et 900 $, hein, parfois, en PSA 10, je parle. Mais malgré la popularité du Pokémon, hein, c'est clairement le king de la deuxième génération en termes de cartes, hein, en termes de valeur. Vous regardez la version anglaise de cette carte en PSA 10, première édition surtout, vous vous rendez compte à quel point c'est très très recherché, très très rare, et donc très très cher. En japonais, c'est pas la même chose pour les raisons que je vous ai précédemment expliquées avec OO, hein, ce sont exactement les mêmes raisons ici. Malgré tout, on a passé à nouveau, hein, le cap des 1000 $. Ce cap avait été franchi pendant la hype, pendant le confinement 2020-2021, mais ensuite on s'était restabilisé aux alentours de 700-800 $, mais maintenant apparemment la carte a à nouveau up, donc c'est plutôt cool, hein, de voir que ces illustrations très populaires ont le vent en poupe. C'est ce que j'expliquais ici, enfin c'est ce qui est écrit sur votre écran, hein, 720 $ au niveau de l'historique, donc là on a fait plus 300 $, hein, sur une carte qui est relativement peu chère. Ça reste un up très important. Je pense néanmoins qu'on va pas forcément rester au-dessus de cette barre symbolique de 1000 $. On va revenir au niveau d'antan de 900 $. Pourquoi? Parce que la population est quand même très élevée, hein, 567, donc il y a largement de quoi combler la demande. Maintenant, on verra bien ce que ça donnera à l'avenir. On continue avec le Dracofeu brillant, première édition US PSA 10. Donc là, effectivement, le prix est très élevé, enfin assez élevé, on arrive à 10 000 $, hein, globalement 9 900 $. Donc, par rapport à l'historique récent, ça peut paraître élevé, c'est vrai, hein, puisque la précédente vente faisait état de 9300 $, hein, comme je l'écris ici dans l'historique. Néanmoins, c'est pas non plus énorme par rapport au montant auquel on était habitué, encore une fois, il y a 2-3 ans, peut-être 2 ans.
en réalité, vers 2021. Je sais que cette carte a parfois pu être vendue pour des 12 000, 13 000, voire peut-être même 15 000 $ parfois. Encore une fois, on est habitué à cette époque-là, on sait très bien que les prix ne sont pas restés exactement les mêmes et c'est bien normal et c'est sain d'ailleurs, hein. Ça prouve que ce marché est sain, ça prouve que ce hobby a de l'avenir et qu'on n'est pas dans une bulle spéculative. Quoi qu'il arrive, 9 900 $ c'est strong par rapport à l'historique, hein, comme je vous le disais, on se stabilise aux alentours des 10 000 $. Ça me semble être très très bien pour cette carte assez rare, mais surtout très populaire, très recherchée puisque c'est Dracofeu. La population de 249 nous montre bien qu'elle est assez facile à grader quand même et qu'il y a beaucoup d'exemplaires qui sont disponibles en PSA 10 à travers le monde. C'est la raison pour laquelle cette carte n'explose pas, c'est la raison pour laquelle elle ne passe pas des montants records, tout simplement parce qu'elle reste quand même relativement trouvable. Voilà, donc c'est pour ça que, à l'instar du reste du marché anglais, je ne pense pas qu'elle va continuer à grimper, je pense au contraire qu'elle va se stabiliser, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 9 500 $. On continue toujours sur de l'anglais. Ça fait toujours plaisir de comparer les deux langues et les deux marchés, je trouve, le marché anglais et le marché japonais. Donc ici, on est sur un Mentally Obscur de la série Neo Destiny en édition 1 PSA 10, la 4e du set. Là, elle est partie pour 3 000 $. C'est un montant assez fort hein, pour une simple, entre guillemets, une simple holographique de Neo Destiny, mais c'est pas non plus n'importe quelle holographique. On sait très bien l'engouement que les gens peuvent avoir à l'égard des évolutions, et en particulier de Mentally et de Noctali. Donc 3 000 $, c'est pas mal. Ça reste en deçà quand même hein, de la précédente vente, puisque on a été habitué à 3 400 $, on va dire, dans les précédentes ventes, et l'historique, le dernier en date que j'ai trouvé, faisait état de 3 360 $. Voilà, donc une légère baisse, une légère stabilisation à 3 000 $, ça me paraît être tout à fait convaincant. Malgré tout, la carte a une population de 52, ce qui est très faible, hein, mine de rien, pour une holographique de cette époque. Ce qui prouve bien, encore une fois, que le bloc Neo est très dur à grader en Occident, c'est-à-dire sur les langues anglaises, françaises et compagnie. Donc ça reste normal, entre guillemets, que le prix soit relativement élevé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je prévois une montée de cette carte lors de la prochaine vente. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 3 600 $. Pourquoi? Parce que malgré la hausse qu'on attend sur le marché US et qui n'a pas lieu, malgré tout, sur certaines cartes, sur certains exemples, sur les high-end cards, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on peut espérer, on peut constater une augmentation, en tout cas, du prix. Ces cartes, elles stay strong, hein, elles restent relativement fortes, et c'est la raison pour laquelle j'ai on va dire l'impression, mais après peut-être que l'avenir me donnera tort, j'ai l'impression que cette carte va continuer à monter vu sa popularité, à l'instar des très gros hits du bloc Wizard ou du bloc X qui sont particulièrement recherchés. Eh bien, je pense qu'on va continuer à grimper. On continue avec un Suicune X de la série Team Magma versus Team Aqua en PSA 10 également. Donc cette carte est partie pour 3 000 $. Ça peut paraître énorme hein, pour une X du bloc X, mais finalement c'est relativement peu pour cette carte. Illustration de Ryo Ueda, très appréciée. C'est vrai que c'est une des plus belles X du bloc X, il n'y a pas photo. Ce très très joli Suicune qui est sur l'eau justement, avec ses pattes qui sont ravissantes, hein, qui sont particulièrement bien dessinées et qui forment une onde, une flaque d'eau comme ça à la surface, à la surface de la carte, hein, tout simplement. Et je trouve ça absolument exceptionnel. Hein. Les effets donnés par Ryo Ueda sur cette illustration sont complètement fous. Et puis le Suicune en lui-même est très très bien dessiné avec ses petits éclats, cette brillance absolument phénoménal. Donc au niveau de l'historique, on était presque arrivé à 5 000 $. Hein. Rendez-vous compte, 4 920 $ au niveau de l'historique, c'est absolument énorme. C'est la raison pour laquelle j'ai été assez surpris hein, cette fois-ci de voir cette carte partir pour seulement 3 000 $, ce qui est une somme, hein, ce qui est vraiment une très très grosse somme. Mais c'est vrai que ça reste 2 000 $ de moins que la précédente vente. La précédente vente était peut-être un petit peu trop haute, c'est largement possible. Dans tous les cas, je pense que 3 000 $ pour cette carte, en tout cas en 10, c'est trop bas. Donc c'est la raison pour laquelle au niveau de la prévision, eh bien j'ai estimé 3 500 $ hein, pour couper la poire en deux.
et continuer à exprimer le potentiel de cette carte dont la population n'est que de 42, ce qui prouve bien, encore une fois, que mine de rien, elle n'est pas tant sortie de booster que ça, elle n'a pas été tant gradée que ça, et qu'elle est pas si facile à obtenir en PS à 10. On continue avec une star, première star de cette vidéo, donc le Regirock Star anglais en PSA 10 de la série ex-créateur de légende. Elle est partie pour 2160 $, donc là pour le coup, on est typiquement dans les cartes qui ne bougent pas. Pourquoi? Parce que malgré cette baisse du marché anglais dont je vous parle depuis le début, les cartes les plus populaires, elles, soit elles stagnent, elles ne baissent pas en tout cas, mais soit elles stagnent, soit elles augmentent. Et ce Regirock, qui n'est pas particulièrement apprécié, eh bien, comme c'est une star, comme c'est un Pokémon, enfin le Pokémon lui-même n'est pas très apprécié, mais comme cette rareté, la rareté des stars est très très appréciée, comme c'est un shiny, la cote, eh bien visiblement ne baisse pas, au contraire, au niveau de l'historique on était à 2090 $, là maintenant on se positionne à 2160 $ sur cette vente, donc on est globalement sur les mêmes montants, ça prouve bien encore une fois la force des stars, qui restent à leur niveau, qui ne s'écrasent pas, contrairement au reste du marché. Je pense qu'on va rester dans ces niveaux-là. D'ailleurs, j'ai fait une prévision à 2000 $, de la même manière que j'aurais pu dire 2100 ou 2200. Je pense qu'on va rester dans les mêmes montants, en fait. C'est déjà très bien pour cette carte en PSA 10, je trouve, dont la population est de 88, ce qui peut sembler pas beaucoup, mais pour les stars, c'est quand même pas mal. Pour les stars, c'est quand même pas mal. On a l'habitude de dire, grosso modo, que les stars vraiment très rares ont une population inférieure à 50. Une population de 88, ça commence déjà à être beaucoup pour ce type de carte. Donc, en tout cas, très heureux de voir ce Regirock rester à son niveau. Le Rayquaza Star, justement, a été vendu sur PWCC lors de cette vente. Alors, c'est un exemplaire green. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence, eh bien, je vous renvoie à mes nombreux posts Instagram, mes nombreuses vidéos YouTube que j'ai pu faire à ce sujet. Grosso modo, pour vous la faire très très courte, il y a deux prints de Rayquaza Star. Un print Commonwealth qui a été édité donc en Angleterre, en Australie, dans tous les pays anglophones hors Amérique finalement, et un print américain justement. Donc la version Blue, c'est la version la plus colorée, c'est celle qui a les couleurs les plus vibrantes, les plus marquées, avec une patine, un grain à la surface. Donc la version Blue, cette version-là, c'est la version Commonwealth. C'est la version la plus rare des deux, et ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu une vente publique à ce sujet. J'en possède personnellement 2 exemplaires sur les 7 qui sont disponibles en PSA 10. Et la version green, c'est-à-dire celle que vous voyez actuellement sur vos écrans, la version la moins rare entre guillemets des deux, c'est la version américaine, la version qui a été éditée aux US, beaucoup plus terne, beaucoup plus pixelisée, avec un pattern qui est clairement différent de la version Blue, et dont la population en PSA 10 est plus importante, puisqu'elle est en population 41 même en PSA 10 pour du green et 7 pour du blue. C'est pour ça qu'on arrive à une population totale de 48, comme vous le voyez en bas à droite de votre écran. Au niveau du prix de vente pour cette green, on est à 39 600 $. Pour la faire courte, 40 000 $. C'est le prix classique pour Rayquaza Star depuis 1 an et demi, voire 2 ans. Ce qui prouve bien que malgré la baisse du marché anglais, encore une fois, les très grosses cartes restent très fortes. Les très grosses cartes ne baissent pas. C'est le cas du Dracofeu qu'on va voir juste après, le Dracofeu du set de base. C'est le cas donc de Rayquaza Star, c'est le cas du Dracofeu brillant, même si lui a un petit peu baissé. C'est le cas du Dracofeu Cristal de Skyridge, du Lugia de Neo Genesis. Bref, toutes ces très grosses cartes qui constituent les grâles des collectionneurs ne baissent pas. Ce sont des cartes iconiques qui sont recherchées par tout un chacun, et c'est la raison pour laquelle on observe des montants toujours aussi énormes. Donc voilà, 40 000 $, c'est à peu près la même chose que l'historique qui était à 38 400, et c'est à peu près la même chose que la prévision que je fais, donc qui sera à 40 000. Je pense qu'on va se stabiliser encore quelques mois sur ce prix-là avant que la cote n'augmente à nouveau. On avait eu une vente pendant le confinement, on va dire au sommet de la hype. On avait eu une vente à 43 ou à 45 000 $, je crois, pour un Rayquaza Green. En revanche, pour un Blue, c'est très difficile à dire, encore une fois, parce que on n'a pas de vente publique depuis la Blue que j'ai achetée moi-même en 2020, tout simplement. On continue avec le Dracofeu du set de base.
première édition US PSA 10, la grosse bête, hein, bien évidemment, vous connaissez, je pense, toutes et tous les subtilités de cette carte. Donc le set de base anglais a eu plusieurs prints, hein, comme vous le savez. Le tout premier print, c'est le print édition 1. Pour ceux qui ne le savent pas, puisque j'entends encore pas mal d'inexactitudes à ce sujet, toutes les cartes édition 1 sont shadowless. C'est pour ça qu'en général, quand on dit First Aid US, First Aid anglais, on ne précise pas shadowless, hein, ça serait redondant de préciser ça, puisqu'en fait c'est deux termes synonymes, hein, pour le set de base anglais, édition 1 est forcément synonyme de shadowless, donc on ne le précise pas. Donc ça c'est le tout premier print. Ensuite, qui a suivi de très près, c'est le print shadowless justement, c'est-à-dire la même chose que cette carte Dracofeu que vous voyez là, mais sans le logo édition 1. Donc c'est pas une carte qui fait partie des toutes premières éditions, mais c'est une carte shadowless quand même parce que elle n'a pas les ombres autour, hein, tout simplement, et on conserve cette police d'écriture au niveau du nom du Pokémon et des PV, comme vous pouvez le voir sur l'édition 1 à quelques différences près. Et ensuite on a les autres prints, hein, c'est-à-dire l'Unlimited, en Angleterre le Force Print, etc., etc. Bref. Pour ce Dracofeu, première édition PSA 10, alors forcément on a des ventes en dents de scie depuis quelques années sur cette carte. Au plus fort de la hype, lorsque tous les astres étaient alignés en 2021-2022, on avait quasiment atteint les 400 000 $, rappelez-vous. Et puis finalement, ensuite, ça avait chuté. Le set de base n'était plus autant apprécié. Alors, apprécié si, mais disons que les gens s'étaient rendus compte que bon, on en faisait tout un foin, alors qu'en réalité, c'est pas la série la plus incroyable du TCG, pour dire les choses avec le plus de recul et de gentillesse possible. Quoi qu'il arrive, on était redescendu, hein, vers les 170, 180 000 $, ce qui est déjà énorme pour une carte Pokémon, bien évidemment, mais ce qui restait bien en deçà des montants dont on avait l'habitude précédemment. Donc on était redescendu en dessous des 2000 $, et là, eh bien, nous revoilà passés au-dessus avec cette dernière vente qui s'est stabilisée à 240 000 $ sur ce Dracofeu, ce qui est vraiment pas mal. Donc cette vente a eu lieu le 25/08/2023 sur PWCC premier, la même chose que pour le Rayquaza qu'on vient de voir juste avant, le Rayquaza Star. Ces deux cartes se sont vendues sur donc PWCC premier, c'est-à-dire le prime de PWCC. Enfin, c'est pas les weeklies quoi, hein, c'est pas les versions hebdomadaires classiques qui vendent des cartes en dessous de 10 000 $, les petites cartes avec de grosses guillemets, mais ici, ces cartes-là sont parties donc dans un format différent. Au niveau de l'historique, comme je vous le disais, on était à 181 900 $ pour la dernière vente. Et au niveau de la prévision, comme je ne sais pas trop comment va évoluer cette carte, étant donné qu'elle est toujours en dents de scie, on a eu des grosses montées, des grosses baisses, des grosses montées, des grosses baisses. Bon, je vais pas me mouiller, je vais dire 200 000 $, mais ça peut très bien être un montant complètement différent de ça. On verra bien ce que l'avenir nous réserve sur ce genre de cartes. On continue avec le Celebi Crystal de la série Skyreach, donc en PSA 10 également, japonais première édition. Elle est partie pour 3 720 $. Donc, encore une fois, c'est une somme qui est importante, mais qui reste quand même en deçà de l'historique, déjà dans un premier temps, qui était établi à 3 840 $, mais qui reste également en deçà, selon moi, de la réelle valeur de ce genre de carte. Pourquoi? Parce que là, pour le coup, c'est vraiment très très rare, hein, ce genre de carte, c'est ultra rare, on se rend pas forcément compte de la rareté des cristals en japonais, de la même manière que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la rareté des Shining, également en japonais. Alors, les Shining, c'est plus rare encore que les cristals en japonais, mais les cristals, c'est déjà pas mal. Illustration de Mitsuhiro Arita en PSA 10, c'est une illustration très appréciée, très populaire, et je trouve que elle combine tous les facteurs propices à l'explosion d'une carte en termes de valeur. Vous voyez ce que je veux dire? On a la rareté, on a la popularité, on a l'engouement, on a énormément de facteurs qui se rapprochent et qui concordent pour cette carte. C'est la raison pour laquelle 3 720 $, bien que ce soit un prix assez haut, eh bien je considère que c'est encore en deçà du prix que cette carte pourra atteindre dans les mois qui arriveront. Et si ce ne sont pas des mois, ce seront peut-être des années. On verra bien. Au niveau de la prévision, moi je pense que ça va continuer à grimper un petit peu, doucement pour commencer, et ensuite peut-être plus vite. On verra ce que l'avenir nous réserve. C'est la raison pour laquelle j'ai prévu 3 852 $ pour la prochaine vente de cette carte, dont la population est de 140.
On continue avec le Nostanfer, Pokémon tout de suite beaucoup moins apprécié que Celebi bien évidemment, malgré tout. Alors moi je l'adore, hein, Nostanfer, c'est un Pokémon que j'aime énormément, qui a vraiment guidé le jeune dresseur que j'étais dans les années, on va dire, 2005-2006. Pokémon que j'utilisais souvent dans mes équipes, hein, mine de rien. Le fait que Nosferalto évolue par bonheur, ça m'a toujours fasciné et intrigué surtout, et donc c'est la raison pour laquelle j'utilisais beaucoup ce Nostanfer, un Pokémon très très rapide également, hein, qui attaquera souvent avant les autres, et des attaques qui m'ont beaucoup marqué, comme Regard Noir justement, qui permettait d'empêcher la fuite des Pokémon légendaires fuyards, notamment Latios et Latias. Mais bref, tout ça ce sont des détails. 1830$ pour cette carte partie en PSA 10, c'est vraiment pas mal. Ça peut paraître assez peu, hein, mine de rien, vu les montants qu'on a pu voir précédemment. Malgré tout, c'est quand même pas mal, hein, parce qu'au niveau de l'historique, eh bien, on peut voir qu'il y en a une qui est partie pour 1740$ assez récemment. Donc pour le coup, c'est bien. Ça prouve que la carte, elle reste forte, elle continue même à monter, et c'est encore une preuve, s'il en fallait une, que le marché japonais se porte très bien et même continue à monter. Alors, certaines cartes explosent, d'autres montent simplement un petit peu. Ce Nostanfer fait partie des cartes qui montent un petit peu, et je trouve que c'est très très prometteur pour le marché japonais qui en ce moment pète tous les records, et c'est bien normal. Je suis très content que les gens reconnaissent enfin à quel point ce marché est intéressant et cool, et que les cartes sont juste incroyables en termes d'illustration et de brillance, et n'ont rien à voir avec les cartes occidentales. 127 pour la population de ce Nostanfer, donc on verra bien ce que la prochaine vente nous donne, mais en tout cas, je pense qu'on va rester dans cet ordre d'idée. On continue avec un Dracofeu Cristal de Skyreach, justement, on en parlait un petit peu précédemment. Alors, à noter, hein, quelque chose de très important, c'est que ce Dracofeu Cristal est Unlimited, il n'est pas édition 1. Et oui, lorsque vous comparez la plupart des ventes de Dracofeu Cristal japonaises, eh bien vous vous rendez compte tout simplement que les cartes Unlimited, pour les Dracofeu je parle, hein, partent plus cher que les cartes en édition 1, tout simplement parce que c'est plus rare. Et oui, hein, beaucoup ne le savent pas, mais il y a énormément de séries, notamment dans le bloc Wizard et dans le bloc X, pour lesquelles l'édition 1 est moins rare que de l'Unlimited en japonais. Ça n'empêche pas que personnellement je préfère toujours l'édition 1, parce que j'ai ce biais cognitif du logo, mais c'est vrai qu'en termes de rareté pure, il y a certaines séries qui sont plus rares en édition 2, hein, ce qu'on appelle en édition 2 par abus de langage, hein, mais en fait en Unlimited, par rapport à l'édition 1. Et ce Dracofeu en fait partie, et vous vous rendez compte, quand vous regardez les ventes sur PWCC, que eh bien, Dracofeu Cristal édition 1 japonais PSA 10 se vend aux alentours de 11 000, 12 000$ actuellement, alors que dès que un exemplaire Unlimited PSA 10 arrive sur le marché, eh ben, tout de suite on arrive aux 15 000, 16 000$. Voilà, donc c'est assez fascinant de se rendre compte de ce genre de choses, parce que pour le coup, même sur les séries pour lesquelles l'Unlimited est plus rare que l'édition 1, de manière générale, les cartes édition 1 vont avoir tendance à partir quand même plus cher, ou au même prix que l'Unlimited, malgré la différence de rareté, parce qu'on est énormément de collectionneurs à avoir ce biais cognitif du logo édition 1. Mais ce Dracofeu là semble être une exception, et donc c'est très très cool, je trouve, à analyser. L'historique était établi à 15 000$, je pense qu'on va rester dans cet ordre d'idée là, c'est déjà très très bien pour une carte cristal japonaise PSA 10, je trouve. Magnifique illustration de Kuki Saito, population de 47, donc ça reste vraiment très difficile à grader. On continue avec un Pikachu Star, donc c'est le Pikachu Star de la Gift Box, vous le savez, hein, la Gift Box Mew, ces cartes-là n'étaient pas disponibles en série dans le bloc X japonais, c'est le cas d'ailleurs d'énormément d'X dans le bloc X et de quelques stars, qui n'étaient pas disponibles dans les sets, hein, dans les séries tout simplement, mais dans des Pokébox, dans des coffrets, dans des tournois, peu importe. Quoi qu'il en soit, nous, évidemment, on l'a eu dans la série Ex-Phantomolon, mais en japonais, ce n'était pas le cas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette carte ne partait pas pour des prix très très hauts pendant longtemps. Elle était vraiment abordable, hein. Et depuis quelque temps, elle a littéralement explosé de par la popularité de cette illustration, de par la rareté de la Gift Box, également aussi, il faut le dire. Donc c'est la raison pour laquelle on arrive maintenant à des montants comme 3120$, qui est strictement le même montant que la dernière vente connue d'un Pikachu Star japonais PSA 10, hein, c'est-à-dire 3120, exactement le même montant. J'ai fait une prévision un petit peu en deçà,
Pourquoi? Parce que c'est vrai que malgré la popularité de cette carte, je trouve qu'elle reste quand même relativement trouvable. Vous voyez la population qui est de 253, c'est vraiment énorme pour une star. Excusez-moi. Pour une star, c'est vraiment énorme, une population de 253. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une prévision un petit peu en deçà du prix de vente de 3120 $, parce que j'estime que sur des cartes comme ça qui sont encore relativement trouvables, on ne peut pas exploser littéralement au même titre que des cartes qui sont beaucoup plus rares que ça et qui méritent donc cette hausse de prix. À voir, hein, peut-être que la popularité l'emportera et que donc les prix continueront à flamber. Quoi qu'il en soit, je préfère être conservateur sur cette estimation et prévoir donc un petit peu une estimation un petit peu en baisse. On arrive sur le Noctali X de Force Cachée en édition 1 PSA 10 qui est parti pour 1800 $. Donc c'est assez intéressant d'observer cette baisse, mine de rien on peut le dire, hein, parce que c'est assez étonnant compte tenu du fait que le bloc X en japonais se porte très bien. À mon avis, c'est dû au fait justement que le prix des cartes de Force Cachée en japonais a été beaucoup trop vite surestimé. Et ça, je vous en ai pas mal parlé dans les précédents numéros de Poké$. Autant les autres séries du bloc X en japonais, elles sont ultra rares, et pourtant les cartes à l'intérieur sont encore très abordables, que ce soit les X ou les Stars, autant Force Cachée, ça a monté tout de suite. La série est très rare en japonais, c'est vrai, mais les cartes ont explosé il y a déjà plusieurs mois, voire même un an et demi, bien avant les autres X et les autres stars japonaises du bloc X. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est monté trop haut, trop vite, et donc maintenant ça se corrige un petit peu. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle récemment, d'ailleurs, je vous donnais le conseil, pour ceux qui veulent investir sur le japonais, de vous concentrer sur toutes les séries du bloc X en japonais au niveau des X et des stars, sauf Force Cachée. Pourquoi? Parce que les cartes étaient déjà inabordables, comme je vous le disais précédemment. Et le fait que les cartes étaient déjà inabordables, eh bien, ouvre la porte à des petites baisses de prix comme celle que l'on vient de vivre actuellement, puisqu'au niveau de l'historique, on était à 2130 $ pour ce Noctali X, et que finalement on est rendu à 1800 $. C'est pas dramatique, la carte n'a pas non plus, c'est pas cassé la gueule, mais disons que c'est une baisse tout de même notable, alors que on observe une tendance à la montée sur le bloc X japonais pour toutes les autres séries. Voilà, donc c'est un paradoxe assez intéressant à analyser, mais je trouve effectivement que autant le scellé sur le japonais, eh bien là on n'y touche pas et effectivement c'est toujours très dur à trouver et les prix continuent à suivre. Autant sur les cartes, je trouve effectivement qu'il y avait quelques incohérences, notamment ce que je viens de vous expliquer par rapport à Force Cachée, et que ces incohérences sont en train de se régler, de se réguler, et que Force Cachée petit à petit descend pour non pas se stabiliser au même niveau que les autres séries, mais en tout cas pour s'en rapprocher, et à l'inverse, les autres séries qui ont trop longtemps été sous-estimées vont continuer un petit peu à monter. En tout cas, c'est mon analyse et c'est mon avis. Maintenant, l'avenir nous dira si j'ai raison ou pas. Tout simplement. On continue avec un petit Tamamouchi. Donc là, on commence avec des petites trophies, on va dire. Ce Magikarp Tamamouchi University. Vous connaissez l'histoire hein, de ce Magikarp qui avait été distribué lors d'un événement dont je vous avais parlé lors du précédent, où il y a 2 numéros de Poké$, je crois, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, l'histoire est plutôt connue, il y a de très belles vidéos qui ont été faites notamment à ce sujet. Un exemplaire PSA 6, donc ça c'est à noter, hein, mine de rien, sur pas mal de trophies, la note PSA ne va pas vraiment compter. Sur des cartes comme celle-ci, oui, ça va compter, parce que mine de rien, la population est quand même assez élevé pour une trophie, hein, il faut le dire, et donc entre PSA 6, 7, 8, 9 et 10, la différence là par contre va être véritablement notable. Ça ne sera pas forcément le cas sur des Pikachu Trophy, sur des Illustrators et autres SSB. Pourquoi? Parce que la population est très faible de base. Par contre, sur des cartes comme ça qui ont un petit peu plus de population, oui, forcément l'État va un petit peu plus jouer dans le prix final, et donc là, comme c'était une PSA 6, ben forcément, elle n'est pas partie pour un prix incroyable, c'est déjà beaucoup d'argent, hein, 8400 $, mais pour une carte aussi rare que ça, c'est vrai que c'est pas non plus gigantesque. Au niveau de l'historique, alors j'ai trouvé une vente à 15 000 $, mais attention, c'était une vente en PSA 7,
PSA 6 et PSA 7 à ce niveau-là, ça n'a rien à voir. Déjà que c'est deux notes complètement différentes, mais alors en plus sur des cartes de ce calibre, de cette envergure, c'est forcément complètement différent. Mais comme j'ai pas trouvé de vente récente sur du PSA 6, il y en avait une mais qui datait de 2020, donc c'était trop vieux pour vous faire un comparatif. Comme il n'y a pas de PSA 6 qui a été vendu publiquement en tout cas, j'ai pas trouvé de vente publique ces 3 ou 4 derniers mois, donc j'ai préféré m'abstenir et vous mettre le dernier comparatif que j'avais par rapport à une PSA 7. Alors ça veut dire ce que ça veut dire, tirez-en les conclusions que vous en voulez, mais en tout cas, par rapport à l'historique, eh bien je trouve que sur une PSA 6, 8400 $ reste quand même un prix très très raisonnable. Même si je pense que c'est une carte quand même appréciée qui va être amenée à monter, hein, comme la plupart des autres trophies, et c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 9500 $, encore une fois, par rapport à cet état-là, en PSA 6. Au niveau de la population, on est à 12, mais attention, on est à 12 sur du PSA 6. Hein, c'est pour ça que je vous ai précisé entre parenthèses qu'il y a 72 cartes qui ont une note supérieure à PSA 6. Donc il y a 72 cartes, 72 Tamagotchi Magikarp University, donc qui sont soit PSA 7, soit PSA 8, soit PSA 9, soit PSA 10. En PSA 10, je crois qu'il y en a 2 ou 3 peut-être, mais en tout cas, il y en a quand même 72 qui ont une note supérieure à ça. Donc ça va bien dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que mine de rien, c'est une carte qui est quand même qui a quand même été print et on en a encore pas mal d'exemplaires. Aujourd'hui, voilà ce que je pouvais dire sur ce Magikarp. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. On continue avec un petit Tartare No Rarity. Donc là, vous allez voir qu'il y a pas mal de cartes No Rarity qui ont été vendues lors de ce mois d'août. Et donc, on va un petit peu les répertorier ensemble. À commencer par ce Tartare donc en PSA 9. Alors c'est vrai que le No Rarity c'est très très rare et c'est très dur d'avoir en PSA 10 bien évidemment. Bon, je recontextualise en 2 mots, mais je pense que vous connaissez l'histoire, sinon je vous renvoie sur des vidéos de vidéastes talentueux qui ont déjà beaucoup parlé du sujet, comme Idir par exemple. No Rarity, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'être le tout premier print du set de base japonais, qu'on pouvait retrouver en booster, mais également dans certains decks très très précis. C'est ultra rare, ça a été édité pendant très peu de temps. Quoi qu'il arrive, cet exemplaire en PSA 9 de Tartare est parti pour 1560 $. On reconnaît les No Rarity bien sûr à l'absence du symbole de rareté, des étoiles, des ronds et des losanges qui symbolisent les différentes raretés dans Pokémon. Au niveau de l'historique, donc on était à 1230 $ pour la dernière vente. Là on est à 1560, ça montre que les No Rarity on le vend en poupe, ça montre que les gens sont globalement intéressés par ça. Et d'ailleurs, même sur le marché français, je le constate, je vois pas mal de posts, ou même sur Vogt, parfois des gens qui me demandent si je vends du No Rarity, des choses comme ça. Donc je pense que ces dernières années, il y a un gros travail qui a été fait. Bon, il y a eu un travail qui a été fait par certains Australiens. Ensuite, il y a certains membres qui ont pris le relais sur eFor, certains membres actifs aussi de la communauté française, qui ont beaucoup œuvré pour la reconnaissance du No Rarity. Et tous ces éléments font que maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez commun. Enfin, pas commun dans le sens, les cartes sont très rares, mais d'assez connu, plutôt. Et c'est pour ça que ces cartes, on le vend en poupe et qu'à l'avenir, eh bien, je pense qu'elles vont continuer à bien se vendre. Voilà, donc là, de 1230 $, on est passé à 1560 $ pour ce Tartare en PSA 9. Au niveau de la prévision, j'ai estimé 1800 $ parce que je pense tout simplement que ça va continuer à monter. Je peux me tromper, j'ai pris un petit peu de risque à ce niveau-là. Peut-être qu'on va se stabiliser aux alentours de 1500, voire moins. Mais en tout cas, je parie sur une montée encore sur ce genre de carte. On continue avec un Alakazam, cette fois-ci en PSA 9, donc exactement la même histoire que Tartare. Alors pour Tartare, on avait une population de 46, ce qui est très peu, mais ce qui reste quand même bien au-dessus des 35 de Alakazam. Hein. Ça montre bien la difficulté d'obtenir ces cartes, publiées en 96. Donc 2760 $ par rapport à la précédente vente qui était établie à 1980 $. Alors attention toutefois, c'est à relativiser parce que la dernière vente que j'ai trouvée était un petit peu ancienne. Je crois qu'elle datait de mi-2022 à peu près. La dernière vente publique, en tout cas pour un Alakazam No Rarity PSA 9 que j'ai pu trouver sur PWCC. J'en ai peut-être loupé quelques-unes.
En tout cas, le prix, effectivement, a bien eu le temps de changer entre-temps, et on est passé donc de 1980 à 2760 $, ce qui est plutôt très sympathique, je trouve. Je pense que là, on va se stabiliser à ce montant-là. Ça me semble déjà être assez élevé hein, pour une holographique en PSA 9. Maintenant, on va voir. Peut-être que je me trompe et qu'on passera la prochaine fois la barre des 3000 $, qui sait. Je le souhaite, en tout cas, pour cette Alakazam. Le magnéton, étrangement, donc, il a une population inférieure encore à Alakazam, seulement 30 magnétons en PSA 9. C'est vraiment très peu. Hein. Parfois, 30, c'est la population d'une carte en PSA 10, et encore, c'est très peu. Alors là, dites-vous qu'avoir cette population en PSA 9 à 30, imaginez-vous la population de ce type de carte en 10. Et pourtant, les prix ne décollent pas parce que c'est magnéton, parce qu'il est moins apprécié, parce que c'est pas une holo qui fait rêver. Malgré tout, en termes de rareté, ben, ça sera très difficile de trouver un magnéton plus rare que ça dans le TCG. 2190 $, toutefois, c'est assez énorme par rapport au dernier historique que j'ai trouvé. Attention néanmoins à relativiser, hein, même histoire que le Alakazam. La dernière vente à 1020 $ date d'il y a quand même pas mal de temps. J'ai pas trouvé de référence publique entre cette dernière vente et aujourd'hui, donc je vous l'ai mise quand même, cette vente-là. Malgré tout, il y a peut-être eu d'autres ventes entre-temps qui se rapprochaient peut-être un petit peu plus de ce prix de vente à 2190 $. Sur ce magnéton, je pense qu'on va rester dans cet ordre d'idées, c'est-à-dire 2000 $. Ça ne passera jamais le prix d'un Alakazam, d'un Tortank ou d'un Florizard, forcément en termes de popularité, mais en termes de rareté, la carte est suffisamment difficilement trouvable pour que justement on reste sur des montants comme ça. Ça me paraîtrait tout à fait logique, vu à quel point c'est dur de grader ça, et surtout vu à quel point c'est même dur d'avoir un exemplaire RAW, ou même en PSA 8, PSA 7, PSA 6, quoi. Hein. C'est vraiment des cartes très dures à trouver de nos jours. On continue sur le Léviator en PSA 10 hein, cette fois-ci, et là vous voyez que la population est de 33 en PSA 10, donc effectivement Léviator est un petit peu plus trouvable hein, en Rarity, parce que si la population est de 33 en PSA 10, hein, ça veut dire qu'en PSA 9 elle doit être quand même encore plus élevée que ça. 2640 $, c'est vraiment pas énorme, hein. C'est vraiment pas énorme du tout, donc je trouve ça vraiment très faible même. Après, à voir ce que ça donne. Je vérifierai quand même si c'était pas une PSA 9, je me suis peut-être trompé, mais PSA 10 pour 2640 $ sur un Léviator No Rarity, ça me semble quand même particulièrement faible pour une population, encore une fois, de 33. On continue, cette fois-ci on termine donc avec les phone cards, les fameuses phone cards, donc Articodin, Elector et Sulfura. Donc ces cartes étaient disponibles lors du tournoi Tropical Mega Battle qui s'était déroulé à Hawaï sur plusieurs années. D'ailleurs, vous savez que eh bien, les prochains championnats du monde auront lieu à Hawaï en août prochain. Après le Japon, retour aux sources, retour à Alola, retour à Hawaï, donc c'est plutôt cool. Donc c'était des phone cards, hein, comme leur nom l'indique, des cartes téléphoniques que vous pouviez poinçonner comme ça, donc vraiment unique dans le monde des cartes Pokémon. C'est assez intéressant, je trouve, à noter. Voilà, donc les trois étaient disponibles en vente en PSA 9. C'est des ventes qu'on voit assez peu, mine de rien, parce qu'elles étaient vraiment très rares. Vous voyez la population de ce Articodin en PSA 9, eh bien c'est 9, tout simplement. Donc 9 Articodins seulement disponibles en PSA 9, et même si ce sont simplement des cartes téléphoniques avec un dos qui est complètement incongru, donc hein, qui n'a pas... qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur les cartes Pokémon classiques, et le petit logo de Fossile, hein. Vous pouvez noter le petit logo de Fossile juste à droite du Pokémon, même si la carte n'est pas inclue dans la série Fossile, et bien malgré tout, c'est sorti en concomitance avec cette série au Japon. Donc, mine de rien, c'est normal hein, qu'ils aient mis ce logo. Enfin, ils auraient pu ne pas le mettre, mais je trouve ça assez marrant. Donc, elle est partie pour 5760 $ en PSA 9. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment très bien. Au niveau de l'historique, j'avais trouvé une vente à 5700 $. Et en plus, cette vente, elle datait d'il y a pas mal de temps. Donc, ça prouve bien que la cote de ce genre de carte n'a pas bougé. Malgré l'histoire assez trépidante de ces cartes qui entourent, voilà, justement, le Tropical Mega Battle, toute cette ambiance, toute cette histoire très importante hein, pour Pokémon. Eh bien, c'est vrai que malgré tout, ce ne sont pas des cartes particulièrement appréciées, que ce ne sont pas des cartes
c'est un peu des cartes de niche. Voilà, c'est un petit peu des cartes de niche, il faut le dire. Et c'est la raison pour laquelle, donc, les prix n'augmentent pas non plus outre mesure et qu'on se positionne toujours sur les mêmes montants, donc 5700, 5760. C'est tout de même pas mal à voir ce que l'avenir nous réserve pour ce genre de cartes. Mais je ne crois pas à une montée très importante de ce genre de cartes de niche. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 5500 $ malgré la population très faible. Je pense que ces cartes-là vont encore rester à ces montants-là pendant un petit moment. Vous voyez d'ailleurs que sur le Sulfura, c'est un petit peu la même chose. Le Sulfura a une population encore plus faible que le Articodin, 7 seulement en PSA 9. Le prix est tout de même beaucoup plus haut, hein, 6600 $, plus apprécié, le même logo fossile, la même histoire par rapport au Tropical Mega Battle. Au niveau de l'historique, donc on avait une vente à 6000 $, celle-ci s'est vendue pour 6600 $, c'est bien, mais c'est pas non plus extravagant. La précédente vente, elle avait eu lieu il y a un bon moment. Voilà, donc c'est des cartes un petit peu oubliées, vous savez, reléguées au second plan. Seuls les amateurs, les connaisseurs d'histoire Pokémon connaissent bien ces cartes-là, et donc forcément, ça les rend un petit peu inconnues du grand public, peut-être un peu moins intéressantes, alors que pourtant elles sont quand même très très cool. Donc j'ai fait une prévision de 6500 $, ça me semble être totalement cohérent, je pense qu'on va rester dans les mêmes montants, après à voir quand aura lieu la prochaine vente publique sur ce genre de carte. Est-ce que ça sera dans un mois, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, j'en sais rien, et forcément, en fonction de la date à laquelle cette carte sera vendue la prochaine fois, eh bien, mon estimation, ma prévision changera du tout au tout. Et puis on termine donc avec le Elector promotionnel, donc le Elector Fun Card Tropical Mega Battle, toujours la même histoire en PSA 9. Celle-ci est partie pour 7200 $, hein, vous avez vu, c'est celle qui part le plus cher, le Zapdos, alors que c'est celle qui a la population la plus élevée. Alors ça se joue à pas grand-chose, hein. Population 11 pour Elector, 7 pour Sulfura et 9 pour Articodin, ça se tient dans un mouchoir de poche. Mais malgré tout, c'est toujours marrant de noter que celle dont la population est la plus forte, donc Elector, c'est aussi celle qui se vend la plus chère. On a un historique de 7200 $, ça c'est une vente qui s'est produite il y a quelques temps de cela. À nouveau, un prix de vente de 7200 $. Donc écoutez, moi j'ai envie de faire une prévision à 7200 $. Je pense qu'on va rester sur la même lignée. À voir encore une fois ce que l'avenir nous réserve. Mais je pense très clairement que ce type de carte, comme je vous l'ai expliqué, ne risque pas de monter de sitôt. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On essaye maintenant de faire un format voilà, de 3/4 d'heure. Je pense que c'est très bien pour Pokédollar. Tenez-vous informés des ventes qui ont lieu sur Pokémon, hein, quel que soit le site que vous regardez, sur PWCC, sur eBay, sur Goldin, sur Héritage, peu importe, il y a des choses magnifiques qui sont en vente en ce moment, donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Et puis nous, on se donne rendez-vous lors du prochain numéro de Pokédollar de septembre, où j'aurai des cartes absolument exceptionnelles à vous montrer, à vous présenter, notamment quelques trophies. En attendant, sur cette chaîne YouTube, RaikouMaster, on se donne rendez-vous tous les mercredis et tous les dimanches pour une nouvelle vidéo. On se donne également rendez-vous sur Twitch pour des streams dans la semaine, ça peut être le mercredi, ça peut être le jeudi, ça peut être le vendredi. Tenez-vous au courant sur mon Discord, n'hésitez pas à le rejoindre et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Toutes les infos sont en description. Je vous souhaite le meilleur, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux contenus et à la prochaine. Ciao tout le monde!